L'homme a acquis au cours de l'évolution un système immunitaire dont la finalité est de le protéger contre les agressions, qu'elles soient bactériennes, parasitaires ou virales. Eh bien, c'est ce même système immunitaire qui va s'opposer à la prise de l'allogreffe. L'allogreffe est porteuse d'antigènes qui sont reconnus comme non-soi et qui déclenchent donc la mise en place des réactions immunitaires qui vont aboutir au rejet de greffe. Cependant, à l'orée du XXIe siècle, des milliers de malades en France vivent normalement avec un greffon parfaitement fonctionnel. Il y a cette fabuleuse histoire de l'acceptation du greffon par le receveur est liée pour une large part à la compréhension de tous les mécanismes qui conduisent au rejet d'allogreffe, mais aussi au développement de molécules capables d'inhiber ces réactions immunologiques. Voici, racontées en images, les principales étapes de ce succès. L'histoire du rejet débute à cet instant, la revascularisation du greffon. C'est l'instant où le système immunitaire du receveur reconnaît au tissu implanté des caractéristiques différentes du soi. En l'absence de traitement immunosuppresseur, s'enclenche une série d'activations et de proliférations cellulaires qui, inéluctablement, aboutissent au rejet aigu de l'allogreffe. Cette reconnaissance du non-soi passe dans un premier temps par une présentation des allo-antigènes par des cellules spécialisées, les cellules présentatrices de l'antigène, APC. Parmi celles-ci, les cellules dendritiques jouent un rôle central en présentant des allo-antigènes aux lymphocytes du receveur par leurs molécules du complexe majeur d'histocompatibilité, HLA chez l'homme, de classe 1 et 2. Contrairement à ce qui a longtemps été imaginé, ce sont les cellules dendritiques issues du donneur et transbordées avec le greffon qui vont aller présenter directement leurs molécules HLA chargées d'un fragment antigénique aux cellules immunocompétentes de l'hôte, qui les reconnaîtra comme non-soi. Cette reconnaissance sera le point de départ de l'allo-immunisation de greffe et de la puissance de la réaction de rejet aigu. Elle est principalement le fait des lymphocytes T auxiliaires, qui reconnaissent les molécules HLA de classe 2 que portent les cellules présentatrices de l'antigène. Le site de reconnaissance est un récepteur spécifique, le récepteur T. La reconnaissance par un lymphocyte T auxiliaire d'un antigène du non-soi induit son activation, puis sa prolifération monoclonale. Celle-ci donne à la réponse immune l'amplitude nécessaire à son efficacité. Ainsi, l'activation du lymphocyte T auxiliaire apparaît comme un phénomène pivot du rejet aigu d'allogreffe. Elle aboutira, en particulier par le biais de la synthèse d'interleukines, à l'activation, la différenciation et à la prolifération d'autres cellules immunocompétentes qui pourront attaquer directement les cellules du greffon portant les molécules HLA antigéniques. Dans l'atmosphère paracrine du lymphocyte T auxiliaire activé, les T cytotoxiques activés vont proliférer sous la stimulation de l'interleukine 2. Il s'agit de T cytotoxiques déjà recrutés par leur rencontre avec un antigène du greffon et exprimant dès lors le récepteur de haute affinité de l'interleukine 2. L'amplification de la prolifération lymphocytaire B est, elle, sous la dépendance des interleukines 4, 5 et 6. Cette prolifération est associée à une différenciation en plasmocytes, cellules spécialisées dans la production et la synthèse d'anticorps. Une fois activées, ces populations lymphocytaires retournent dans le greffon où elles trouvent les motifs antigéniques pour lesquels elles ont été recrutées. Comprendre leur mécanisme d'action suppose d'avoir décrit les phénomènes intracellulaires qui sous-tendent activation et prolifération. L'activation du lymphocyte T auxiliaire, phénomène central du rejet, est l'aboutissement d'une cascade de signaux. La liaison entre le complexe molécule HLA peptide d'une part et le récepteur T du lymphocyte T auxiliaire d'autre part
déclenche une suite de réactions membranaires, cytoplasmiques, puis nucléaires. En voici les étapes principales. Le premier signal débute par l'activation du récepteur T. Schématiquement, les phosphoinositides membranaires, PIP2, sont dégradés en inositol triphosphate, IP3, et en diacylglycérol, DAG. L'IP3 se fixe sur un récepteur cytosolique spécifique et libère le calcium ionisé de ses réserves. L'augmentation des taux de calcium ionisé, combinée à l'action d'une enzyme, la calmoduline, active une autre enzyme, la calcineurine. La calcineurine activée permet la déphosphorylation d'un facteur nucléaire, le NFAT, facteur nucléaire des cellules T activées, lequel migre dans le noyau du lymphocyte. Dans le même temps, DAG active une protéine kinase C qui, d'une part, agit en synergie avec l'IP3 et, d'autre part, dissocie le facteur nucléaire NF-κB de son inhibiteur. Les deux facteurs, NFAT et NF-κB, migrent vers le noyau pour déréprimer les gènes déterminant la synthèse de cytokines, comme l'interleukine 2, amorce de la prolifération lymphocytaire. NFAT et NF-κB induisent en même temps le passage de la cellule de la phase G0, c'est-à-dire de l'état quiescent, à la phase G1, début de la préparation à la mitose et à la prolifération. Ces processus correspondent à ce qu'on appelle le premier signal. En effet, on sait aujourd'hui que l'activation lymphocytaire n'est possible qu'en présence d'un deuxième signal, dit de costimulation. Il est assuré par des liaisons de molécules dites costimulatrices entre le récepteur lymphocytaire et la cellule présentatrice. Les signaux 1 et 2 permettent, outre la synthèse des interleukines, comme l'IL2, l'IL4, l'IL5 et l'IL6, l'expression des gènes pour la chaîne alpha-récepteur de l'interleukine 2. C'est elle qui lui confère une haute affinité pour l'interleukine 2. La stimulation de ce récepteur par l'interleukine 2 initie la prolifération et représente le troisième signal. Cette stimulation est autocrine ou paracrine lorsque l'interleukine 2 agit sur un lymphocyte T situé à proximité. La fixation de l'interleukine 2 sur son récepteur entraîne une nouvelle cascade de phosphorylation qui aboutit à l'activation d'une kinase dénommée mTOR, Mammalian Target of Rapamycin. L'activation de mTOR permet la traduction des ARN messagers codant pour les protéines de progression du cycle cellulaire et autorise ainsi le passage de la cellule de la phase G1 à la phase S, celle de la réplication de l'ADN, puis son entrée en mitose. Celle-ci nécessitera une duplication de l'ADN et une synthèse d'acide nucléique à partir de bases puriques ou pyrimidiques.